Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Ahmed İnsel, qui est économiste, éditeur, journaliste, politologue turc. C'est un excellent connaisseur de la vie politique et économique de la Turquie, il est à peine besoin de le dire. Il a fait ses études économiques d'ailleurs à Paris, puis a mené en parallèle une carrière d'universitaire, notamment il a été vice-président de l'université Panthéon-Sorbonne, et il a continué également à développer une carrière d'éditeur, de journaliste, ce qui l'a conduit à écrire de nombreuses revues, de nombreux articles dans des revues, de nombreux livres également. Il est actuellement professeur émérite de l'université turque de Galatasaray, qui est une université avec laquelle certains chercheurs et universitaires français ont de fortes relations depuis longues années. Par ailleurs, il poursuit également son travail, bien sûr, de directeur éditorial des éditions Elitisme, éditions spécialisées comme lui-même dans les sciences humaines et qui ont un grand retentissement, une grande diffusion en Turquie. J'ai d'ailleurs déjà eu le plaisir d'accueillir M. Ahmed İnsel dans le cadre de ce cercle pour une conférence sur la Turquie en novembre 2016, puis pour une table ronde sur Chypre en janvier 2017. Alors, quelques mots rapides de présentation de la conférence. On a pu tous apercevoir que la Turquie de Recep Tayyip Erdogan vise à prendre aujourd'hui la position de leader dans le monde musulman à un moment où la place est à prendre, parce que ni l'Arabie saoudite ni l'Iran ne semblent pouvoir prétendre actuellement jouer ce rôle. Cette ambition se traduit au cours de l'année 2020 par toute une série d'actions sur plusieurs fronts: soutien militaire au régime légal de la Libye, affirmation d'une revendication territoriale sur un domaine maritime qui appartient à la Grèce, aux grandes dames de l'Union européenne, mais surtout aux grandes dames de la France, qui d'ailleurs a envoyé quelques matériels militaires pour soutenir la Grèce, et un peu plus tard, soutien à l'armée azerbaïdjanaise dans le conflit du Haut-Karabakh, et geste hautement symbolique, islamisation de la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul. Par-delà toutes ces actions ponctuelles, je crois qu'on peut dire que la Turquie continue de se démarquer quand même nettement de ses alliés de l'OTAN en abritant des missiles russes S-400, tout en ne s'alignant pas complètement systématiquement sur les positions russes au Moyen-Orient et au Proche-Orient. À l'égard de la Turquie, les États-Unis sont manifestement embarrassés, ce pays restant en principe un allié des États-Unis en général de l'Occident, même si Biden a qualifié en 2019 Erdogan d'autocrate, un Erdogan qui reproche aux États-Unis d'apporter leur soutien aux Kurdes en Syrie et en Irak. L'Europe d'ailleurs se montre aussi embarrassée, avec une Allemagne plus encline aux concessions que la France. Après des injures proférées contre Macron, qualifié de malade mental par Erdogan en octobre dernier, les choses semblent s'apaiser un peu en ce début de 2021, Erdogan craignant sans doute d'être isolé au plan international sur un fond de crise économique interne, la livre turque ayant chuté de 25% durant l'année 2020 et les investissements directs étrangers se raréfiant, se dérobant quelque peu. Il y a donc bien une ambiance de fièvre, comme le dit notre invité, et donc on peut se poser la question de savoir si Erdogan sort renforcé ou non de cette politique extérieure fiévreuse. C'est cette question que Ahmed İnsel, que je remercie encore de bien vouloir intervenir, se pose et nous pose. Avant de lui passer la parole, je rappelle le calendrier des séances à venir. Le 1er avril, M. Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie, traitera de la politique étrangère de la Russie. Et le 13 avril, M. Frédéric Guez, qui est enseignant à HEC Paris, traitera des relations extérieures des États-Unis sur le plan politique et économique. Pour la suite, je vous tiendrai au courant de nos perspectives de conférences qui se prolongeront a priori, on va dire, probablement jusqu'au 15 juin. Voilà, je remercie encore beaucoup Ahmed İnsel d'être venu parmi nous et je lui cède très volontiers la parole. Merci, merci Bernard Guillochon de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui me tient au cœur, évidemment, et en même temps
qui me permet de voir un peu le cas turc comme une manifestation, comme une expression d'une nouvelle type d'autoritarisme qui monte à des degrés divers, sous des formes diverses, mais avec pas mal de ressemblances autour de l'Europe, au sein de l'Europe même et ailleurs. C'est de ce point de vue-là aussi, je crois que c'est pourquoi j'utilise le terme. S'il y a des questions, j'expliquerai plus en détail. Aujourd'hui, nous n'allons pas passer du temps pour étudier les modalités d'exercice du pouvoir par Tayyip Erdogan et la nature du régime, mais c'est pourquoi je définis ce régime, je vais utiliser beaucoup le terme de erdoganisme pour bien montrer qu'il s'agit d'une autocratie, certes élective, mais d'une autocratie, c'est-à-dire d'un pouvoir, d'un régime où le pouvoir est concentré dans les mains d'une seule personne ou d'une seule instance, mais surtout d'une seule personne. Bon, sur cet aspect, les caractéristiques du régime, s'il y a des questions, je viendrai plus tard. Je voudrais d'emblée situer un peu la Turquie. Bernard Guillochon a fait un excellent résumé de ce que j'essaierai d'exposer aujourd'hui. Pour pouvoir situer cette politique extérieure, je voudrais rappeler un peu les alliances dans lesquelles la Turquie, encore aujourd'hui, à des degrés divers, est impliquée. La Turquie est membre de l'OTAN depuis 1952. La Turquie est membre du Conseil de l'Europe depuis 1949. Dans ce sens-là, la Turquie a signé la déclaration, la Convention européenne des droits de l'homme, et donc du coup la Turquie reconnaît la compétence juridique de la Cour européenne des droits de l'homme. La Turquie a signé un accord d'association avec la Communauté économique européenne à l'époque, c'est-à-dire en 1963, et à partir de 2005, il est sur le papier désormais, parce que ça n'a plus d'effectivité, mais sur le papier, il reste toujours un candidat à l'adhésion de l'Union européenne, mais cette perspective est définitivement, je ne sais pas, mais en tout cas pour une bonne longue période à venir, est fermée. La Turquie fait partie du G20 en même temps. Il est membre du G20 depuis 1999, si je ne me trompe pas. Il a même été, Tayyip Erdogan a accueilli les chefs d'État de G20, chefs d'État et de gouvernement de G20 en Turquie quand il a eu la présidence tournante. En même temps, la Turquie a des relations avec les pays turcophones d'Asie et du Caucase au sein d'un conseil turc. Il y a un sommet qui se réunit peut-être pas tous les ans, tous les 2 ans, peut-être un sommet qui réunit les chefs d'État des pays turcophones de la région. La Turquie fait partie aussi, avant il était observateur, maintenant il est membre de la conférence des pays islamiques, etc. Donc ça montre que la Turquie est un pays, comme disait quand il était ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'Erdogan à la fin des années 2000, Ahmet Davutoğlu, qui maintenant est passé dans l'opposition après avoir quitté son parti en 2016-2017 et qui a créé un nouveau parti, Ahmet Davutoğlu, donc conseiller pendant très longtemps dans les années 2000, le plus influent conseiller des affaires étrangères de Tayyip Erdogan de l'époque. Il disait, nous avons un rôle à jouer, nous sommes le pays du Sud le plus intégré dans les institutions du Nord, le pays du Sud le plus intégré dans le Nord. Ce n'était pas une vantardise, ce n'était pas tout à fait erroné de le dire ça, parce qu'effectivement, il n'y a pas tellement, si la Turquie est un pays du Sud, si on considère que c'est un pays du Sud,
Là-dessus, la Turquie est toujours ambivalente. Quand ça l'arrange, c'est un pays du Sud, c'est un pays du tiers-monde. Et quand ça l'arrange, c'est un pays qui fait partie des pays développés. Mais bon, dans le cas d'espèce, il disait donc que la Turquie est un pays du Sud, le pays du Sud le plus intégré dans le Nord. Et effectivement, quand on regarde ce qu'on appelait début des années 2010, vous savez, il y avait ce terme qui était très utilisé, les pays émergents, et surtout avec la Turquie n'en faisait pas partie, mais le BRICS, le Brésil, Russie, Inde, l'Afrique du Sud, et puis peut-être Corée, non, je m'en rappelle. Chine ou Afrique du Sud. Oui. Et c'est donc la Turquie, par rapport à ces pays émergents, la Turquie était effectivement, institutionnellement en tout cas, surtout par l'OTAN, surtout par son adhésion, par sa relation avec l'Union européenne. N'oublions pas que la Turquie aussi, depuis 1961-62, fait partie de l'OCDE. La Turquie était intégrée. Alors donc, à l'époque, il y avait une volonté d'utiliser ce statut de la Turquie pour devenir un peu la tête de pont, le représentant le plus intégré des problèmes du Sud et surtout dans le Proche-Orient, d'utiliser cette position à la fois économie relativement florissante dans les années 2000, perspective d'adhésion à l'Union européenne n'est pas totalement fermée, bien que ébréchée vers la fin des années 2000, utiliser cette position comme un soft power, comme on dit, à la fois dans la région, notamment dans les pays du Moyen-Orient, mais aussi dans le Caucase, et dans une moindre mesure dans l'Asie, et en même temps culturellement aussi. C'était l'époque aussi, comme maintenant je crois que ça a un peu baissé, où la Turquie, les séries télévisuelles de la Turquie faisaient fureur dans toute la région en Amérique latine, en Grèce comme en Algérie, au Maroc comme au Liban, en Israël comme au Pakistan. Donc, cette période-là est révolue. Cette période est révolue. La Turquie n'a pas désormais les moyens d'utiliser son soft power. Ça aussi, c'est quelque chose qui est entamé. La Turquie n'est plus un modèle. Je me rappelle en 2011, la revue Time Magazine choisissait Erdogan parmi les candidats. Vous savez, Time Magazine fait tous les ans nomme, ou plutôt élit, les rédacteurs de Time Magazine élisent l'homme ou la femme, la personne de l'année. Et Tayyip Erdogan était parmi les nominés, parmi les candidats sélectionnés, une dizaine de candidats sélectionnés, et avec une description très élogieuse du choix sur Tayyip Erdogan par les rédacteurs de Time Magazine. Il disait, bon, il est réélu pour une troisième mandat sans précédent. Il a fait de la Turquie le deuxième pays à la croissance la plus rapide après la Chine, malgré la crise du subprime de 2008-2009. Il encourage la démocratie laïque en Égypte et en Tunisie. Nous sommes en 2011, hein, ça c'est important. Il encourage la démocratie laïque en Égypte et en Tunisie et représente un modèle pour les islamistes montants dans ces pays de post-dictature. Donc, pour l'hebdomadaire libéral, Erdogan était, je cite, un allié clé des États-Unis avec un engagement fort envers l'OTAN et qu'il allait jouer un rôle de plus en plus prépondérant dans les années à venir dans la région avec la rébellion arabe, c'est cité par, là je cite le Time Magazine, avec la rébellion arabe, le retrait américain de l'Irak et la tension internationale croissante à l'égard de l'Iran. Alors, la seule chose qui reste valable de cette description enthousiaste sur Tayyip Erdogan,
la seule chose valable est la dernière partie, c'est-à-dire la Turquie joue effectivement un rôle important dans la région avec la rébellion arabe, mais d'une manière très différente que le pronostiquaient les éditeurs de Time Magazine. Le retrait américain de l'Irak a créé un vide de leadership dans la région et la Turquie a foncé justement dans ce vide de la région, à défaut de politique d'Union européenne en même temps. Je reviendrai là-dessus sur la question syrienne. Et effectivement, la tension internationale croissante avec l'Iran a poussé aussi la Turquie à prendre des positions très différentes de ce qui était attendu dans les années 2010. En lien avec les frères musulmans, la Turquie est désormais en position à la fois conflictuelle avec l'Iran, vraiment en conflit avec le Hezbollah en Syrie, en conflit militaire en Syrie, mais en revanche, il est un allié d'un pays qui est en lutte ou qui est en froid, un peu moins peut-être maintenant avec l'Arabie saoudite, le Qatar qui se situe d'une manière ambivalente entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc, les choses ont beaucoup changé et dans ce changement, évidemment, il y a plusieurs facteurs qui ont joué. Les facteurs de politique intérieure, d'une part, parce que je crois qu'on ne peut pas comprendre l'évolution de la politique extérieure de la Turquie exclusivement par les facteurs internationaux. Il y a une dimension très importante de la politique extérieure de Tayyip Erdogan qui s'exprime, qui se réalise d'une manière chaotique probablement, un peu trop, mais qui s'explique par le changement de régime qui est en cours, qui est maintenant très avancé, mais qui est enclenché au milieu des années 2010, c'est-à-dire la mise en place d'un régime autocratique, hyper présidentiel, et avec évidemment les risques, cette fois-ci, d'une montée d'un front anti-Erdogan beaucoup plus important et la crise économique, l'essoufflement de la croissance de la Turquie, la crise économique créant une certaine usure, une certaine diminution de son soutien électoral qui l'a poussé à partir de 2016 à faire alliance avec le parti d'extrême droite nationaliste. Jusqu'en 2015, le parti d'extrême droite nationaliste était particulièrement critique vis-à-vis d'Erdogan, particulièrement critique vis-à-vis de l'AKP, à tel point qu'en 2014, ce parti avait fait alliance avec le Parti social-démocrate pour présenter un candidat unique contre Erdogan en 2014. En 2 ans, Erdogan a utilisé surtout la tentative du coup d'État contre lui en juillet 2016 en une occasion pour renverser la situation, une sorte de tactique de contre-coup d'État, on peut même dire ça, appelé comme ça, pour pouvoir à la fois crier péril à la nation, péril à l'État et appeler la formation d'une alliance qu'ils l'ont appelée une alliance du peuple, mais une alliance en fait islamo-nationaliste. C'est une alliance à la fois idéologiquement s'appuie sur une idéologie de plus en plus islamiste, avec des connotations religieuses de l'islam, mais surtout avec des connotations de lutte contre l'Occident chrétien, de se positionner contre l'Occident chrétien, et comme Bernard Guillaume a présenté tout à l'heure, avec la volonté de se positionner comme le défenseur des musulmans contre l'Occident chrétien. J'ouvre une parenthèse, Tayyip Erdogan, aujourd'hui, ne se positionne pas comme le défenseur des musulmans ouïghours contre la Chine, hein, alors que dans les années 2000, il était le premier, en 2007, il était le premier
a utilisé le terme de génocide perpétré par le pouvoir chinois contre les turcophones musulmans de Turkestan oriental ou Xinjiang. Donc, c'est une position, je dirais, à géométrie variable, que d'ailleurs la Ligue arabe en est bien consciente. Ça n'a pas beaucoup d'effet aujourd'hui, cette annonce de Tayyip Erdogan sur les pays arabo-musulmans, mais ça a un effet à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, il apparaît comme le vaillant combattant de valeurs musulmanes, de l'islam, dans le pays, le sauveur des femmes voilées, par exemple, celui qui fait venir, et vous avez rappelé tout à l'heure, en dernier acte, c'est celui qui fait venir Sainte-Sophie à son statut de mosquée et donc achever la prise de Constantinople la deuxième fois, symboliquement. C'était une très vieille revendication du mouvement islamiste en Turquie, le retour au statut de mosquée de la Sainte-Sophie. Et Tayyip Erdogan, jusqu'en 2020, s'était systématiquement opposé à cela, alors que dans sa jeunesse, il avait manifesté pour ça. Et en revanche, en complément, évidemment, à côté de cette versant idéologie islamiste, il y a le versant idéologie nationaliste, ethnique, turque, sur la grandeur et la défense nécessaire du dernier État turc de l'histoire. Et là, on retrouve l'extrême droite nationaliste avec ses revendications presque irrédentistes à certains égards sur la question chypriote, mais aussi sur des visées vers Mossoul, Kirkuk, etc., sur la mer Égée, sur les plateaux continentaux de la mer Égée. Et là, on retrouve une alliance qui va au-delà de ces deux partis, puisque dès qu'on rentre dans ces questions de politique extérieure, il y a évidemment l'opposition kémaliste, l'opposition nationaliste, la position laïque nationaliste est totalement tétanisée et se range derrière Tayyip Erdogan. Donc, le cas le plus typique pour vous illustrer de cette tétanie créée par Tayyip Erdogan dans l'opposition à partir de sa politique extérieure, un seul exemple, à mon avis très significatif, quand Macron a critiqué Tayyip Erdogan nommément en disant, j'ai oublié exactement le terme utilisé par Macron, mais il a critiqué nommément Tayyip Erdogan et en disant, en voulant distinguer dans cette politique la critique contre la politique étrangère, j'entends, hein, c'est la critique contre Tayyip Erdogan et la critique et la nation turque, la société turque. Immédiatement a réagi le porte-parole du Parti républicain du peuple, un social-démocrate, un ambassadeur en retraite, en disant pour notre Parti républicain du peuple, le parti d'opposition, le principal parti d'opposition, nous ne faisons aucune distinction dans la politique extérieure entre Tayyip Erdogan, l'État et la nation. Alors là, évidemment, c'était une démentie contre Macron et un soutien ouvert à Tayyip Erdogan qui illustre bien cette tactique qui consiste à clouer le bec, à rendre inefficace, à rendre presque obligé à se ranger derrière Tayyip Erdogan dans la politique extérieure, sur la Syrie, sur l'Irak, sur la question chypriote, sur la question arménienne, sur la question du plateau continental des zones économiques exclusives dans la Méditerranée orientale et dans la mer Égée, et à la rigueur, un peu plus critique, légèrement plus critique, sur la question de la présence armée militaire de la Turquie en Libye. Là, à la rigueur, l'opposition établie, l'opposition centre-gauche,
ou nationaliste aussi, est un peu plus critique, mais pas tant que ça. Alors donc, il y a une utilité dans ce positionnement de Tayyip Erdogan. Ce n'est pas du tout vain, même si les résultats ne sont pas mirobolants, contrairement à ce qu'il dit, il crée des situations de fait. Alors, deuxième chose, c'est la nostalgie d'empire. Évidemment, Tayyip Erdogan, mais là, ce n'est pas lui qui a introduit cette nostalgie d'empire, c'est justement Davutoğlu, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, dans les années 2000, un idéologue sur la base des théories stratégiques des années 30, un peu de l'Allemagne, je dirais, en parlant de hinterland, de la profondeur stratégique, etc. Toutes ces théories qu'utilisaient les penseurs allemands pré-nazis, disons, parce qu'ils n'étaient pas tous nazis, mais pré-nazis ou pré-Troisième Reich. Et donc, Davutoğlu a introduit cette idée de la profondeur stratégique de la Turquie dans ces espaces occupés autrefois par l'Empire ottoman et a introduit une sorte dans un romantisme propre à lui, une nostalgie de l'Empire ottoman et créé l'illusion comme quoi les sociétés dans ces régions n'attendaient que l'arrivée des Turcs et attendaient à bras ouverts l'arrivée de la Turquie dans la région. Alors, évidemment, Tayyip Erdogan a sauté à pieds joints, je dirais, sur cette opportunité à partir de 2010, d'abord en se positionnant contre Israël d'une manière virulente dans la question palestinienne, mais ça, c'est, je dirais, c'est congénital dans la formation de Tayyip Erdogan. Hein, depuis sa jeunesse, il a grandi dans cette mouvance, et de ce point de vue-là, il a derrière lui, au-delà de l'islam politique, des supporters de l'islam politique, il a derrière lui une large majorité de la société turque, y compris chez les nationalistes laïcs. Et à partir de 2011, il s'est cru à un moment donné, et c'était l'époque où Time Magazine ou d'autres, la diplomatie occidentale, parce qu'à l'époque, moi, j'ai assisté à énormément de réunions où les représentants des diplomaties occidentales de tous les pays quasiment étaient en admiration devant Tayyip Erdogan, qui était un peu l'étoile montante de ces printemps arabes et qui était proposé comme Time Magazine le dit, comme exemple aux Tunisiens, aux Égyptiens, aux Jordaniens, aux Bahreïniens, etc., comme exemple de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire un islam modéré, démocrate, conservateur démocrate, évidemment, et Tayyip Erdogan s'est cru un peu dans ce rôle-là et il s'est beaucoup engagé avec le réseau des frères musulmans avec qui il avait des relations au préalable, mais qui s'est beaucoup plus tissé, renforcé lors de cet épisode 2011-2013. En même temps, à partir de cette 2013, en revanche, les choses ont changé. Je crois que nous pouvons situer le moment de rupture autour de 2013. Plusieurs choses se sont passées en 2013. Premièrement, Tayyip Erdogan s'est rendu compte que les États-Unis n'étaient pas Barack Obama qui avait fait, quand il était élu, sa première visite à l'étranger en Turquie. Barack Obama, en 2012-2013, n'était pas aussi accueillant qu'au départ. Surtout en mai 2013, Tayyip Erdogan est parti aux États-Unis. Il y avait eu, juste avant son départ, un grand attentat à la frontière turco-syrien qui avait tué beaucoup de gens. Et c'était la période où la Turquie s'engageait de plus en plus massivement
en Syrie, du côté de l'opposition armée, et les bruits ou les soupçons de soutien aux djihadistes devenaient de plus en plus forts, y compris du côté des chancelleries occidentales. Et donc, à l'époque, n'oublions pas que la France et la Turquie, sur la question syrienne, étaient très en phase, étaient dans une... Mais à partir de 2013, ça a commencé à changer un peu. Et deuxième élément qui a joué, à mon avis, très important dans la dérive, accélération de la dérive autoritaire, parce que la dérive avait commencé avant, mais accélération de la dérive autoritaire chez Tayyip Erdogan, ce sont les événements de Gezi. Pour la première fois, il a vu en face de lui une grande mouvement de contestation qui a pris une grande partie de la Turquie, pas simplement Istanbul, pas simplement Ankara, mais beaucoup de villes de province, notamment dans la jeunesse. Il a cru à un moment donné que le mouvement pouvait prendre la forme du printemps arabe, ou que les puissances occidentales le poussaient un peu à la sortie. Et le coup d'État contre Sisi qui est venu juste à la fin de ce mois de juin, qui a été un choc pour Tayyip Erdogan, parce qu'il a cru que le coup d'État de Sisi contre son allié, contre son protégé Morsi, était une préalable, une préparation à une initiative similaire en Turquie contre lui, préparée par les puissances occidentales, parce que ce qui l'a énormément choqué, je crois, non seulement que le coup d'État ait lieu, mais que le coup d'État soit soutenu à la fois par les pays occidentaux, États-Unis en tête, et l'Arabie saoudite. Et donc une alliance anti-frères musulmans qui, il s'est senti aussi du coup dans le collimateur de cela, et avec du coup un raidissement, le conflit avec la confrérie Gülen, une sorte de conflit entre deux chefs mafieux pour le contrôle du pouvoir, et qui a tourné qui a terminé avec la tentative de coup d'État de 2016 que j'ai évoqué tout à l'heure, et puis le problème kurde qu'il pensait pouvoir résoudre en faisant une politique d'ouverture vers les Kurdes et obtenir le soutien politique des Kurdes. Et il s'est rendu compte que en faisant une politique d'ouverture vers les Kurdes, il perd de deux côtés. Il perd son électorat nationaliste turc vers le parti d'extrême droite, et les Kurdes conservateurs qui le soutenaient, il se retourne encore plus vers le parti d'identité kurde, et donc du coup il perd des deux côtés. Et donc dans ce cas-là, il s'est encore plus retourné sur les bases traditionnelles de l'État turc, les thèses et la politique traditionnelle de l'État turc. La question kurde est une question de sécurité de l'État, est une question qu'on doit traiter comme un problème de traitement du terrorisme. Et puis, à partir de 2016, donc, de plus en plus répressif, de plus en plus avec un État qui devient un parti-État, puisque son parti investit la totalité des administrations. À partir de 2016, il y a une large révocation de fonctionnaires, de juges, de policiers, de militaires. Il obtient en même temps la soumission de l'armée à cette occasion. Et au jour d'aujourd'hui, plus de 20 000 officiers et sous-officiers sont révoqués de l'armée, ce qui donne une proportion très importante dans les cadres de l'armée. Et en même temps, donc, une politique nationaliste, une politique de ferveur nationaliste, à la sauce d'une enrobée du retour de la Turquie, du discours du retour de la Turquie
sur la scène mondiale, du retour de la Turquie dans son espace impérial, jamais on utilise le terme impérial, mais dans son espace d'antan, dans l'espace ottoman, et en même temps, évidemment, en jouant une carte ambivalente vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis de ses alliés de l'OTAN, et un conflit de plus en plus dur, bien que atténué par la sympathie de Trump pour tout ce qui est autocrate, bien que atténué, néanmoins, un conflit avec les États-Unis qui va perdurer probablement, comme vous avez souligné tout à l'heure, Bernard, qui va probablement s'aggraver dans les semaines à venir, probablement, si ce n'est au mois de mars, c'est au mois d'avril, qui va s'aggraver par des sanctions très probables que les États-Unis se préparent à infliger aux dirigeants turcs, à la Turquie, à une banque publique turque pour ces comportements que les États-Unis jugent illégaux au sujet de l'embargo contre l'Iran. Alors, la Turquie s'est engagée, mais par contre, il faudrait prendre en considération un autre facteur important. C'est que les printemps arabes ont tellement chamboulé la région qu'il y avait la possibilité de se placer dans des failles du système international. La Turquie, par exemple, là, il faudrait se rappeler de cela. La Turquie, Tayyip Erdogan, personnellement, était au départ totalement opposé à l'intervention française, l'intervention organisée par Sarkozy en Libye. Il a résisté à cela, il s'est opposé à cela. Il n'a pas participé à cette intervention militairement. Non pas parce qu'il pensait que cette intervention allait créer les conséquences d'aujourd'hui, probablement en partie en tout cas, parce que la Turquie avait beaucoup d'intérêts économiques en Libye. Beaucoup d'ouvriers, il y avait des investissements, 25 milliards de dollars, on estime les investissements perdus par les entreprises turques après cette intervention et la guerre civile. Et en même temps, pour Tayyip Erdogan, la situation ce type d'intervention, et là-dessus, je crois qu'il avait un peu compris ce qui s'est passé en Irak, ce type d'intervention crée évidemment une situation encore plus difficile qu'auparavant. C'est-à-dire ces fameuses interventions militaires humanitaires sont problématiques partout. Surtout en Irak, nous avons vu les conséquences avec l'intervention de 2003. Mais le vide du pouvoir, initialement la Turquie, donc en Libye, il n'a pas intervenu, il s'est soucié surtout d'évacuer très rapidement les milliers de travailleurs turcs qui se trouvent en Libye. Mais à partir de 2015-2016, quand il y a eu un vide du pouvoir en Libye, la Turquie a commencé à prendre position, surtout je crois, à cause d'une erreur d'appréciation de la diplomatie française sur la carte à jouer en Libye. À partir du moment où l'ONU avait reconnu un système en Libye et que la France a préféré s'engager du côté de ce général Hafter qui ressemble un peu à des personnages dictatoriaux qui sortent des albums de Tintin. Cet engagement de la France, qui a commencé avant l'arrivée au pouvoir de Macron, du temps du ministère des Affaires étrangères du gouvernement Hollande, a créé un vide.
Et la Turquie s'est précipitée dans cette vite. La France trouvait que le gouvernement Saraç était trop lié avec les frères musulmans. Il y avait une hantise de la France pour garder la sécurité des frontières du sud du Liban, des djihadistes, etc. Probablement des arguments justifiés. Et en revanche, Saraç, le gouvernement Saraç, reconnu par le gouvernement légitime pour une période, en tout cas par l'ONU, n'avait plus d'alliés et la Turquie lui a tendu la main et lui a permis de stopper Hafter. La Turquie est devenue donc le protecteur d'une partie de la Libye face à la France qui était alliée avec l'Émirat arabe uni, l'Arabie saoudite et les soldats envoyés par les mercenaires envoyés par la Russie, les mercenaires Wagner. Donc, ces positions-là, il faut le comprendre pour pouvoir un peu comment ce type d'autocrate colérique, mais en même temps pouvant prendre des risques quand il y a des failles, peuvent s'engouffrer dans des failles du système international et surtout quand il y a une disparition de leadership international dans la région. La Syrie, c'est un peu la même chose. Je crois que le renversement de situation en Syrie pour la Turquie et son éloignement de la position américaine et française, jusque-là, ils travaillaient main dans la main, c'est le refus de Barack Obama. Je ne critique pas ce refus, peut-être il avait des raisons, je ne sais pas. Le refus de Barack Obama de sanctionner par des missiles comme il s'était engagé quand l'armée syrienne a passé la ligne rouge que Barack Obama avait tracée pour l'utilisation des gaz, de l'arme chimique. Là, c'est un retournement de situation. La Turquie comprend que les États-Unis se retirent de cette affaire syrien et qu'ils se retrouvent avec, à l'époque, les réfugiés n'étaient pas encore très massifs en Turquie, mais ils se retrouvent avec ces mobilisations qu'il a soutenues, qu'il a encadrées et qui sont dans ses frontières. La France et les États-Unis se retirent, ils n'ont plus de contact depuis des milliers de kilomètres depuis la Turquie, depuis la Syrie. La Turquie, par contre, dispose de 900 kilomètres sur un terrain désertique ou un terrain plat, ni aucune montagne, ni aucune rivière, donc une frontière totalement factice, simplement une ligne de chemin de fer qui sert de ligne de frontière. Et dans ce cas-là, évidemment, la Turquie complice, mais en même temps, je dirais, un peu complice, un peu obligé de cette djihadisation progressive de la lutte contre Bachar el-Assad et l'écartement un peu des éléments laïques dans l'opposition syrienne. Et dernière chose, quelque chose que l'État turc, Tayyip Erdogan, n'avait pas anticipé, ou en tout cas, selon nos connaissances, c'est que cette implosion syrienne a fait surgir, surtout avec l'apparition de l'État islamique, un facteur qui est, je dirais, la peur du siècle, la peur congénitale de l'État turc, les Kurdes. Les Kurdes, la revendication d'une séparatisme kurde, les revendications des Kurdes pour une simple reconnaissance de l'identité kurde est perçue par l'État turc et par la majorité de la population qui sont turco-sunnites comme un préalable, comme la porte d'entrée d'une future demande de séparation, d'une future demande d'indépendance. N'oublions pas que dans la région, s'il y a à peu près 30 millions de Kurdes,
à peu près, 30 millions de Kurdes qui vivent dans la région sur 4 pays, la majorité vivent en Turquie. En Syrie, il y avait 2 millions de Kurdes, d'ailleurs la plupart venus de la Turquie lors des soulèvements kurdes des années 30 qui avaient fui la Turquie. En Turquie, il y a environ 15 millions de Kurdes. Il n'y a pas de recensement ethnique comme en France, en Turquie non plus, mais on estime à peu près 15 millions, plus ou moins 15 millions. Certains vont jusqu'à 20 millions, mais je pense que le chiffre raisonnable varie autour de 15 millions, un peu plus de 15 millions. 15 millions de personnes qui se reconnaissent comme Kurdes et qui parlent kurde dans la majorité. Et la création d'un quasi-État kurde au nord de l'Irak avait déjà énormément fait peur dans les années 90, l'État turc, mais ça s'était un peu calmé avec la mainmise sur le pouvoir par le clan Talabani, qui est un conservateur religieux et establishment avec qui Tayyip Erdogan arrive à entrer en contact et du coup l'utiliser comme allié dans la lutte de l'État turc contre le PKK. Mais en Syrie, là, c'est les cadres militants du PKK apparaissent, mais aussi des cadres militants des Kurdes de Syrie qui revendiquent une autonomie régionale, ce qui signifie pour la Turquie la création d'un deuxième quasi-État turc le long de ses frontières et par conséquent un tropisme vers ces États, quasi-États kurdes pour les Kurdes de Turquie. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît en plus de cela avec le fantasme comme quoi la région syrienne, l'autonomie acquise par les Kurdes de Syrie, ce sera la base arrière du PKK et ce sera encore une base arrière plus difficile à neutraliser que la lointaine base arrière dans les montagnes de Kandil vers la frontière irako-iranienne. Alors, tout ceci fait que la Turquie s'est engagée encore plus massivement en Syrie et aujourd'hui, la Turquie est une puissance occupante sur 2 régions de la Syrie, plus une puissance protectrice sur une région de la Syrie. 2 régions de la Syrie, c'est-à-dire Afrin, est occupée par l'armée turque. Et quand je dis occupée par l'armée turque, c'est que dans Afrin et dans Tarablus, dans la région de Cerablus, sont ces 2 régions aux frontières de la Turquie, où les éléments kurdes traditionnels, historiques, ont été chassés dans leur grande majorité, et on a fait venir des opposants syriens, djihadistes on dit, mais ça peut être toute chose, des opposants syriens déplacés des autres régions de la Syrie. Et dans ces régions-là, à Afrin, à Cerablus, ce n'est pas simplement la présence militaire turque, mais aussi il y a une installation d'un quasi-État, en tout cas des services publics de l'État turc, avec un sous-préfet nommé, avec la poste turque, avec les banques turques, avec la monnaie turque, avec l'école turco-syrien, je crois, je ne sais pas très bien comment c'est le statut de l'école, une administration, un service public, copie-collé de la Turquie, avec à sa tête des administrateurs de la Turquie. Et puis la région d'Idlib, où il y a 2 millions à peu près de personnes qui sont campées, tous les djihadistes qui ont fui la reprise des territoires par Bachar el-Assad avec le soutien des Iraniens et surtout des Russes. Là, la Turquie est un peu le protecteur de ces 2 millions de personnes et veille à ce qu'ils restent parqués dans cette région, plus 3,5 millions de réfugiés syriens en Turquie. Alors là, la Turquie joue la carte, peut-être, et là, je pense que c'est une lecture subliminale que je ferai. La Turquie, les nationalistes, les islamo-nationalistes turcs, on peut penser qu'ils caressent la perspective
d'une installation définitive de la Turquie dans ses poches, exactement comme en Chypre du Nord. C'est-à-dire créer une situation dans le temps, par le temps, une situation qui devient irréversible, inextricable, quoique un peu plus difficile de rendre inextricable, irréversible par rapport au droit international, par rapport au Chypre, mais après tout, les Russes le font dans plusieurs endroits, à Abkhazie, Ossétie du Sud, en Transnistrie, en Ukraine, et pourquoi pas le faire en Syrie, surtout que la Syrie, pour la perception de Tayyip Erdogan, la Syrie n'est pas un pays, une zone, une économie qui intéresse tant que ça les grands de ce monde. Alors, quelles sont, et je terminerai là-dessus, quelles sont les forces et les forces et les faiblesses de stratégie de Erdogan? D'abord, la force principale en politique extérieure, c'est que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a peu de critiques de sa politique extérieure dans la politique intérieure. Les critiques les plus solides, les plus larges et les plus virulents viennent essentiellement du parti pro-kurde HDP. Mais malheureusement, mais pas simplement sur la question kurde, en général, mais comme c'est un parti qui est pro-kurde, que je soutiens quand il y a des élections, moi-même par exemple, mais ce parti, évidemment, est immédiatement décrédibilisé en disant oui, mais c'est le parti qui soutient les terroristes du PKK, etc. Et donc, du coup, son influence, le Tayyip Erdogan arrive très facilement, en criminalisant aujourd'hui les cadres de ce parti, en incarcérant ses dirigeants, en invalidant les mandats des maires, des députés de ce parti. Tayyip Erdogan arrive à rendre inaudible la critique venant de ce parti qui constitue quand même le troisième groupe parlementaire. Donc, politique de l'intérieur, sa politique extérieure est largement soutenue, même si ce n'est pas activement soutenu par l'opposition. En tout cas, l'opposition ne sait pas sur quel pied danser et ça l'arrange. Deuxièmement, ce que j'ai dit, il y a une disparition, une absence de leadership dans la région. Et dans ce cas-là, les Russes jouent la carte, double carte. Premièrement, ce que vous avez tout à l'heure dans l'introduction rappelé. D'abord, éloigner la Turquie de l'OTAN. La proposition des S-400, et de ce point de vue-là, est une tactique très réussie de Vladimir Poutine. La Turquie voulait initialement acheter des fusées solaires américains, Patriot, je crois. À l'époque, Barack Obama avait mis en place un embargo pour des questions de droits de l'homme et surtout sur les questions syriennes. La Turquie s'est tournée vers la Chine, mais l'accord n'a pas pu aboutir. Je crois que là, il y avait une vraie pression de l'OTAN et la Turquie s'est retournée vers les fusées proposées par la Russie, les fusées S-400. C'est plutôt symbolique, ce débat sur les S-400, mais symbolique très fort. C'est-à-dire que est-ce que la Turquie va s'éloigner de l'OTAN, va se brouiller avec l'OTAN? Et évidemment, pour Poutine, c'est un avantage extraordinaire que la Turquie, même si la Turquie ne quitte pas l'OTAN, si la Turquie commence à devenir un peu le brebis, on dit le brebis galeux, je crois, le brebis galeux de l'OTAN, c'est-à-dire isolé, mais c'est autant d'espace de gagner sur l'OTAN par Poutine. Et deuxièmement, comme il n'y a pas d'interlocuteur international significatif en Libye, en Syrie, même dans les Caucases, la Turquie et la Russie, bien que se situant dans des camps adverses, parce que la Russie et la Turquie sont quasi en guerre, en chien de faïence, quasi en guerre en Syrie,
en face à face. Même l'avion russe n'a pas hésité à tuer plus de 30 soldats il y a 1 an et demi à Idlib. Les avions russes bombardent régulièrement des zones protégées par la Turquie. Mais en Libye, c'est la même chose. Mais pour la Russie, avoir la Turquie comme adversaire, c'est une facilité. Ce n'est pas les Américains, ce n'est pas l'Union européenne, c'est quand même une puissance régionale peut-être, mais de taille très modeste par rapport aux alternatives. Donc, du coup, et en même temps, un autocrate qui n'a pas l'opinion publique démocrate, le souci de démocratie, etc., donc qui parle le même langage que Poutine, et par conséquent, qui ne s'occupe pas de ce qui se passe en Turquie, et Erdogan ne s'occupe pas de ce qui se passe en Russie, sauf un conflit, un différend important que Erdogan a été obligé d'avaler son chapeau en hurlant un peu, l'occupation de Crimée par la Russie, parce que la Turquie se considère un peu comme le protecteur des Tatars de Crimée, qui sont turcophones. Mais malgré cela, aujourd'hui, la Turquie et la Russie sont deux adversaires alliés. C'est une situation très intéressante, adversaires alliés, qui permet à la Russie d'écarter les puissances occidentales des tables de négociation sur la question libyenne, encore plus sur la question syrienne, et aussi sur la question du conflit de Haut-Karabakh en même temps. Voilà, ça c'est la force. Évidemment, les faiblesses de la Turquie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. D'abord, il ne faut pas exagérer non plus. Souvent, on cite aujourd'hui Erdogan comme parmi les 4 cavaliers de l'apocalypse autocratique. On cite Xi Jinping, Poutine, Erdogan et jusqu'à récemment, on citait beaucoup Trump. Bon, il ne faut pas exagérer non plus. Xi Jinping et Erdogan ne sont pas dans la même, comment on dit, catégorie. Pardon? La catégorie. Oui, ils ne sont pas dans la même catégorie. Dans la Ligue de football, ils ne sont pas dans la même poule. Ils ne sont pas dans le même. Ils sont pas dans le même pool, exactement. De football. Ils ne sont pas dans le même pool, ils ne sont pas dans la même catégorie, ni Poutine d'ailleurs. Même si l'économie de Poutine, de Russie, ça représente 3/4 de l'Italie, néanmoins dispose énormément de ressources. La faiblesse de la Turquie aussi, c'est que la Turquie n'a pas de ressources naturelles. N'a pas de gens à distribuer. Et Tayyip Erdogan, de ce point de vue-là, est obligé de garder une économie ouverte. Et Tayyip Erdogan est obligé de garder sa relation avec l'Union européenne pour maintenir sa croissance économique. Plus de la moitié des exportations turques sont vers l'Union européenne. Plus de 3/4 des investissements directs étrangers en Turquie viennent des pays occidentaux et particulièrement de l'Union européenne. Et surtout la technologie, les pièces détachées, etc., etc. Et donc, Tayyip Erdogan, ce qui explique pourquoi Tayyip Erdogan est obligé à la fois de défier l'Union européenne, mais en même temps de demander en permanence maintien du dialogue avec l'Union européenne, maintien de cette fiction sur pays candidat, maintien de la fiction du pays candidat de l'Union européenne. Et ces jours-ci, par exemple, Tayyip Erdogan, les émissaires de Tayyip Erdogan travaillent d'arrache-pied pour que Tayyip Erdogan soit invité le 27-28 mars prochain au Conseil européen, au sommet européen, qui lui permettrait de montrer à la population de Turquie qu'il compte quand même. Il n'est pas le pestiféré, comme on dit dans l'opposition, mais il compte au même titre que les grands de ce monde, etc. Il en a besoin, parce qu'Erdogan est un autocrate, mais il faut qu'il soit élu, jusque-là en tout cas. On ne sait pas si après, s'il voit qu'il n'a plus aucune chance de gagner les élections, est-ce qu'il maintiendra des élections? Je ne sais pas, mais dans ce cas-là, ce sera toute une autre histoire et la Turquie basculera dans autre chose. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui en tout cas, Tayyip Erdogan a besoin d'être élu, a besoin de convaincre, a besoin de créer une adhésion et avec le système présidentiel qu'il a mis en place, il a besoin, ça ne lui suffit pas de 35% des voix. Angela Merkel avec 40% des voix depuis autour de 35-40% des voix, il peut régner depuis 18 ans. Mais Tayyip Erdogan a besoin, depuis qu'il a fait passer le régime présidentiel, il a besoin de 50% des voix. Et il n'en a pas. Il n'a jamais eu plus de 51-53% des voix, mais là, il n'en a pas. Et donc, c'est aussi sa faiblesse et en même temps sa frilosité et peut-être aussi en même temps son main tendue, ou en tout cas qui ressemble à une sorte de main tendue vers l'Union européenne. Dans cette main tendue vers l'Union européenne, il y a un autre facteur conjoncturel, c'est la perte des élections par Trump et l'arrivée de Biden, parce que désormais, Tayyip Erdogan a peur des sanctions américaines contre la Turquie, contre des établissements turcs, et voire personnellement contre lui. Donc, il veut compenser cela par un rapprochement à l'Union européenne. Et donc, Tayyip Erdogan, je dirais, la politique extérieure de la Turquie, je vais vous donner aussi une donnée. Il y a aussi un autre aspect, bien entendu, c'est la militarisation de cette politique. Et malheureusement, j'ai été un peu long. Je vous rappelle simplement qu'aujourd'hui, la Turquie dispose de plusieurs bases militaires en dehors de la Turquie. Il y a la fameuse base militaire en Somalie, qui est une base militaire très importante, qui est censée former les militaires somaliens, mais en même temps, je crois que c'est un peu plus que cela. Il y a une présence militaire importante, une base militaire importante au Qatar pour soutenir le Qatar dans son conflit avec l'Arabie saoudite. Il y a une base militaire en formation, en tout cas une présence militaire en Libye. Il y a une présence militaire massive en Syrie. On estime le nombre de militaires turcs en Syrie entre 15 et 20 000. Il y avait un projet de base militaire dans l'île au Soudan, l'île de Souakin au Soudan, mais je crois qu'avec le renversement de au Soudan, j'ai oublié le nom de dictateur. Je ne connais pas. Je peux pas vous dire. Depuis qui était protégé par Tayyip Erdogan, cette affectation, ce projet d'affectation a été suspendu, je crois. Il y a aussi une base militaire en Albanie, une base navale en Albanie, en Vlorë, mais qui est en extinction. D'après mes connaissances, il y a très peu d'officiers de la marine turque désormais, plus des missions de l'armée turque dans le cadre de l'ONU, au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine, au Mali, en Centrafrique, au Liban et en Afghanistan. Il y a à peu près 60 000 militaires turcs hors de la Turquie, dont 35-40 000 en Chypre du Nord et le reste, le deuxième important contingent évidemment en Syrie, mais aussi dans le reste. Donc du coup, il y a une militarisation de la politique étrangère de la Turquie, et d'ailleurs, la Turquie veut s'approprier, veut avoir maintenant des sous-marins et des porte-avions. Pour un pays qui est en fait lui-même en forme de porte-avions, entouré de mers de trois côtés, vouloir disposer de porte-avions, c'est envisager des opérations maritimes lointaines. Sinon, pour la Turquie, pour sa défense territoriale, le porte-avions n'a pas d'utilité. Alors, voilà pour la première partie. Maintenant, je pourrais vous essayer de répondre à vos questions.